l'a rapidement évoqué hier et puis on se rend compte aujourd'hui que cette info est tout de même curieuse. La mort d'un 1000 blogueur et l'histoire est un peu étrange, il faut le dire. Oui, c'est sûr qu'il y a pas mal de zones d'ombre dans cette affaire. Alors lui, il s'appelle Andrei Morozov. Il est ce qu'on appelle un 1000 blogueur. Vous le savez, c'est militaires ou correspondants qui rendent compte chaque jour de la guerre en Ukraine. Lui, c'est un soldat, un sergent de la 4e brigade des fusiliers motorisés. Dimanche, il révèle sur son compte Telegram que la Russie a subi d'énormes pertes pour conquérir Avdiivka. Vous le savez, la bataille là-bas a duré des mois. La ville est tombée la semaine dernière, mais à quel prix? D'après lui, la bataille a coûté la vie à 16 000 soldats russes. 300 blindés ont été détruits. Des chiffres effrayants. Le tollé est immédiat. Les propagandistes crient à la calomnie. Les critiques sont féroces. Et il reçoit alors des menaces. On lui ordonne de supprimer son message. Et hier, c'est-à-dire 3 jours après avoir publié ces informations, eh bien, il se suicide. Ouais, c'est quand même assez suspect. Est-ce qu'on sait quelque chose? Alors, sa mort, en tout cas, a été confirmée par son avocat, mais s'est-il réellement suicidé? Les 1000 blogueurs qui ne sont pas contrôlés par le Kremlin ont émis publiquement des doutes. Pour eux, il a été tué. Déjà, il faut savoir que cet homme, c'est un ancien du Donbass, qu'il était donc encore sur le front dans l'est de l'Ukraine et qui, régulièrement, critiquait le commandement militaire. Il était donc déjà dans le viseur des autorités. Et juste avant de mourir, il a publié une longue lettre sur son compte Telegram qui a valeur de testament, et là il balançait. L'armée russe utilise, d'après lui, de plus en plus de mobilisés comme force barrière. Il y a de graves pénuries toujours dans l'armée russe, selon lui, des graves pénuries d'armes, d'équipements, de soins médicaux. Il n'y a pas de rotation des effectifs. Il accuse aussi les généraux de sacrifier inutilement des milliers de militaires pour faire progresser leur carrière. Enfin, il affirme que l'ordre de supprimer son message a été donné par les sbires de Vladimir Soloviev, vous savez, le propagandiste. Il a refusé donc de supprimer son message et c'est pour ça qu'il se serait suicidé. « Vous n'aurez plus de problème avec moi », a-t-il écrit. « Je me tirerai une balle si personne n'ose s'attaquer à cette affaire. Souvent, la vengeance consiste simplement à pénétrer chez l'ennemi, mourir. » Alors, suicide réel ou maquillé, ça, on ne peut pas répondre à la question pour le moment. En tout cas, il faut savoir que Morozov était l'un des derniers 1000 blogueurs à critiquer le commandement militaire. On a largement couvert la condamnation de l'un d'entre eux. Vous le savez, Igor Girkin, condamné à 4 ans de prison le mois dernier. Mais il faut savoir que nombre de 1000 blogueurs sont régulièrement arrêtés ou mis sous pression. Incroyable quand même cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Nadejda? Je pense qu'il s'est suicidé, je pense que c'est la vérité. Pour faire quoi? Pour protéger sa famille? Non, pas du tout. Il n'a pas soutenu la pression des gens qui étaient autour de lui. Ça veut dire que, vous savez, ce type de gens, ils croient vraiment que ce que les réunit, c'est la fidélité à une idée. Dans ce cas-là, c'est l'idée d'être fidèle à ta patrie par leur vision. Et quand il a commencé, je le comparais avec Prigojine. Je dirais que c'est un cas plus faible, bien sûr, sur les faits, mais ce qu'il a fait, même une fois, c'est la même chose. Ça veut dire qu'elle a dénoncé toute chose qui, à son avis, empêche l'armée russe d'avancer et gagner. Mais si Prigojine a été plus fort, plus défendu, plus de gens payés autour de lui, mais cet homme, il est simple militant qui n'attendait pas cette réaction brutale de son entourage. Parce que vous savez, c'est très difficile par un être humain, si tu croyais quelqu'un qui est ton, qui est ton ami, même sur le niveau fédéral, parce que imaginez hier, il sentait ce soutien de Soloviev et le lendemain, Soloviev le traite comme... c'est insupportable comme sentiment. Et en plus, tous ces gens, normalement, c'est un peu une nature narcissique. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'ils doivent avoir leur propre vision d'eux dans les yeux des autres. Est-ce qu'il n'est pas quand même en train de sérieusement s'isoler, Vladimir Poutine? Parce que on voit bien que les 1000 blogueurs sont des gêneurs. Je ne dis pas que c'est eux qui l'ont tué, on n'en sait rien. Enfin, ils ont mis Girkin en prison, ils l'ont menacé. Soloviev lui dit tu retires tout de suite ton... voilà, il a reçu des menaces, etc. À force d'éliminer tous les gêneurs autour de lui, d'un côté comme de l'autre, parce que ce monsieur n'était pas un enfant de cœur, il voulait que la guerre soit encore plus dure. Donc voilà, il n'est pas en train de s'isoler quand même, il ne prend pas un risque là, Vladimir Poutine. Certains disent que, en fait, il a un peu, pardon pour l'expression, un peu vrillé.
Je sais pas. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est le durcissement auquel on assiste. C'est-à-dire à la fois, bon, d'abord, ce blogueur, il disait un peu ce que disait aussi Prigojine à un moment donné. Ça, il s'en prenait au commandement, à ce qui marchait pas dans l'armée, etc. D'ailleurs, pour des raisons nationalistes. C'est-à-dire, il voulait plus de guerre contre l'Ukraine, plus de nationalisme, plus de violence. Donc, je pense que il élimine, et effectivement, il y a un certain durcissement. Alors, est-ce que c'est lié spécifiquement à l'élection présidentielle, ou est-ce que c'est vraiment un pouvoir qui est en train de se crisper, de se fossiliser quelque part autour de Poutine? Ça, je peux pas vraiment répondre à cette question, mais c'est vrai qu'on sent ce durcissement, on sent le fait qu'il élimine les opposants un peu partout, ceux qui vont en tout cas trop loin dans les critiques. Ça lui permet aussi de frapper un peu partout, à la fois ceux qui sont excessifs dans le camp nationaliste, et puis en même temps les opposants dans le camp démocratique comme Navalny. Donc, mais en même temps, ces blogueurs, ils jouent un rôle un peu d'idiot utile pour Poutine, parce que ils contribuent à cette ambiance nationaliste pour soutenir la guerre, pour créer ce climat un peu de haine et de violence. Donc je trouve que il faut pas tirer de conclusions trop rapides. Je crois que c'est plutôt un pouvoir qui est de plus en plus dur, qui est de plus en plus fort, voilà. Vous vous souvenez de cette jeune femme au tout début de la guerre qui était intervenue à la télévision, en plein journal télévisé, avec une pancarte? Je vous remets juste la séquence. Je me souviens, voilà, c'était en mars 22, donc c'était vraiment, vous voyez, cette jeune femme blonde. On s'était demandé qui elle était, si elle était envoyée ou pas par le Kremlin. Bon, il se trouve que c'est une opposante, qu'elle est maintenant, elle n'est évidemment plus en Russie. Cette jeune femme, elle était sur le plateau de LCI hier soir. D'ailleurs, bravo aux équipes d'avoir pu la faire venir. Et écoutez ce qu'elle leur a dit. D'après ce que nous voyons, Poutine n'a plus peur de rien. Il a perdu tout sens du raisonnable et toute humanité. Il est sorti de ses gonds et aujourd'hui, c'est une organisation criminelle qui gouverne la Russie. Le peuple est l'otage de ce groupe criminel au pouvoir. Colonel Arbaretier, on se demande si effectivement Poutine est devenu fou ou si il est en train de mettre à exécution un plan bâti depuis des années et des années. Je pense ni l'un ni l'autre. Simplement, il est en guerre. Il commande des armées. Le sergent en question, là, qui s'est suicidé, il a quand même révélé les pertes. Alors même si c'était peut-être des on-dit, il a critiqué son haut commandement. Je dirais il a dû s'en rendre compte. Il a franchi une ligne rouge. Parce que n'est pas Prigojine qui veut, même si Prigojine a mal fini. Moi, je dirais que ça a rapproché de ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours. En Espagne, on a retrouvé le corps criblé de balles de Maxime Kuzminov, qui était un jeune hélicoptériste, un pilote d'hélicoptère de 28 ans, voilà, qui avait déserté avec son hélicoptère. Et en fait, Poutine, il montre que personne ne lui échappera, fût-il en Espagne. J'espère que Maxime Kuzminov a bien profité de ces quelques mois depuis le mois d'août pour finir comme ça. En fait, mort au traître, simplement, mort au traître. C'est-à-dire qu'en fait, on y voit, nous, une radicalisation parce qu'on n'est pas en guerre. Mais imaginez-vous qu'on soit en guerre totale, qu'il y ait un sergent qui commence à critiquer notre chef d'état-major des armées. Alors, il finira pas de la même façon, probablement. Il se ferait pas flinguer. Il sera mis au silence. Il sera mis au silence. Puis vous savez, en période de guerre, dans les guerres notamment... on le sait, puisque les Russes perdent beaucoup d'hommes. Donc Poutine ne veut pas d'un côté laisser parler des gens sur les réseaux critiquant le haut commandement, et puis de l'autre côté, consentir les pertes humaines, parce qu'il sait très bien que vis-à-vis de l'opinion publique, il peut pas, pour employer un mot un peu saint-cyrien, être Pékin de prestige. Il peut pas se retrouver mis à mal par l'opinion publique, en disant regardez, il laisse critiquer ses généraux, on sait maintenant combien il y a eu de morts. Si vous voulez, c'est insupportable. Donc là, alors il s'y prend à sa manière, la manière de Poutine, qui est une manière, j'irais, néo-stalinienne. Staline a fait aussi la même chose. De toutes les...
et je dirais même dans nos démocraties parlementaires. Il tuait moins, il envoyait au goulag. Malheur à celui qui parle trop. Il y a ce qu'on appelle la sécurité des opérations. Et là, je vous ramènerai à un fait qui a eu lieu juste avant la deuxième guerre du Golfe de 2003, où on a retrouvé pendu sous un pont de la Tamise un scientifique britannique qui mettait à mal les preuves que le général, que le secrétaire des Affaires étrangères américain avait présenté devant l'ONU. Donc voilà. Bon, il s'est sans doute pendu parce qu'il avait honte de ce qu'il avait fait. Mais vous voyez, voilà, il y a des moments où alors je pense que, alors je suis assez d'accord avec madame, il s'est peut-être suicidé, hein, mais contraint un peu, trahi. Bon, il n'était peut-être pas très équilibré non plus. Voilà, pour être mythe-blogueur, je pense que on joue, ces mythe-blogueurs, ils jouent avec leur vie parce que... Oui, parce qu'ils ont été mis en garde plusieurs fois. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, donc... Oui. C'est peut-être pas la situation la plus confortable chez les Russes.